Alors, si vous voulez bien, de se préparer un petit peu à Hanouka. Donc la Hanouka, c'est la semaine prochaine. À l'issue de Shabbat prochain, on va allumer la première bougie, une deuxième bougie le dimanche, ainsi de suite, pendant 8 jours d'affilée. On va allumer des bougies. Et je voulais, pour commencer, essayer juste un tout petit peu de réfléchir à ce phénomène tout à fait particulier de l'attachement des Juifs à des fêtes qui sont tellement loin dans le calendrier. Je m'explique. Vous avez certainement vu beaucoup de Juifs dans votre vie qui sont hyper attachés, par exemple, à Kippour, mais aussi à Pessah. Je me rappelle quand j'étais jeune, on allait des fois comme ça, on habitait à Marseille, on allait de temps en temps à Jouan-les-Pins, et je voyais des scénarios assez bizarres de personnes qui étaient dans des restaurants pas cachers, en train de manger de la viande pas cachère, mais qui avaient demandé de pouvoir venir avec leur matzot. Donc ils voulaient rester attachés à des matzot, même s'ils ne mangeaient pas cachère, mais au moins la matzot, on reste attaché à ça. Maintenant, la question que je pose est la suivante, et on voit plein de gens qui sont hyper attachés à ça. Le Seder, c'est sacré. Et la question qui se pose est la suivante, c'est que quand tu regardes un petit peu l'éloignement de l'événement historique par rapport à maintenant, la sortie d'Égypte, c'est à peu près à 2400, non, qu'est-ce que je dis? Il y a 3300 ans, la sortie d'Égypte. C'est un événement qui a eu lieu il y a 3300 ans, et tu as encore des Juifs aujourd'hui qui vont se réunir tous les 15 Nissan autour d'une table, avec des coutumes, avec des choses hyper bizarres, avec... Tu vas attendre pendant une heure et demie avant de pouvoir commencer à manger, même si tu crèves de faim. Bref, on a un attachement assez incroyable. Et cet attachement, il est lié à un événement historique. On est sorti d'Égypte, on a eu notre indépendance, mais moi ce qui m'intéresse, c'est essayer de faire un parallèle entre, excusez-moi, merci, essayer de faire un parallèle entre notre attachement et l'attachement d'un événement équivalent au niveau du peuple français. Si on devait prendre un équivalent par rapport au peuple français de la sortie d'Égypte, quel événement on trouverait? La Révolution, exactement. Quand ça? 1789. Maintenant, la Révolution française, on l'a faite quand? 14 juillet. 14 juillet, on met en place un jour férié, un méga défilé sur les Champs-Élysées avec tous les feux d'artifice, avec toute l'armée, la fierté de l'armée française. Donc on marque le coup au niveau du 14 juillet. C'est une fois par an. Et 1789, ça a combien de siècles? Ça a 2 siècles et des poussières. C'est pas énorme. Maintenant, nous, la sortie d'Égypte, on en parle à Pessah, on en parle à chaque kidouche. Quand on entame un kidouche Shabbat, on dit en souvenir de la sortie d'Égypte. Lorsque on met des mezuzot dans une porte, il y a un lien avec la sortie d'Égypte. Lorsqu'on met ces téphilines, il y a un lien avec la sortie d'Égypte. Ça veut dire la sortie d'Égypte, elle est présente partout dans le panorama juif. Et la question que je pose en termes de parallèle, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un scénario comme ça. Imaginez un bon Français qui, samedi soir, une fois que les 3 étoiles sont venues, il prend un verre de schnapps, ou un verre de bière, ou un verre de vin, il lève le verre, il ferme les yeux de façon hyper solennelle, et il déclare en souvenir de la Révolution française. Je vous ai déjà vu ce scénario. En souvenir de Danton et Robespierre. On n'a jamais vu ça. Et pourtant, la Révolution française est un événement qui ressemble à la sortie d'Égypte. C'est un peuple qui va se défaire du joug de la royauté, du joug de l'oppression, de beaucoup de choses. Comment se fait-il qu'on ne trouve pas ce même type de manifestation dans le monde non juif? Et que, alors la question, après, elle est normale parce que ça fait trop longtemps. On n'y était pas, donc si tu mets pas un feu d'artifice, si tu mets pas un jour férié, personne n'y pensera. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est dans le monde juif, on a un respect absolument incroyable, ce qui prouve qu'on n'a pas la même façon d'aborder l'événement historique, pas la même façon d'aborder le temps. Et c'est ce point que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est que la façon dont on a de regarder le temps, le prisme par lequel on regarde le temps,
eh ben, c'est ça qui va conditionner tout à fait notre lien à l'histoire ou notre déconnexion à l'histoire. Je m'explique. Quand j'étais en classe de terminale dans une autre vie, on avait eu une préparation donc en philo classique, et il y a une question hyper classique qui tombe au bac, qui s'appelle l'histoire a-t-elle un sens? Je ne vais pas vous plomber maintenant avec des souvenirs étranges, des souvenirs douloureux, mais je vais juste prendre quelques éléments de philosophie très rapides pour essayer de comprendre comment fonctionne notre ancrage dans le temps. Il y avait donc à la question est-ce que l'histoire a un sens? Deux types de réponses. Vous avez la famille des philosophes qui disent que l'histoire n'a pas de sens. Et d'ailleurs, si on devait représenter l'histoire avec une figure géométrique, on dirait que finalement l'histoire elle tourne en rond. C'est comme un rond. Ouais. Ça veut dire que tu as par exemple au niveau militaire, tu as des moments de paix, puis après tu as des guerres pour obtenir un peu plus de territoire. Après ces guerres, tu as des traités de paix qui laissent un calme plus ou moins long. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui n'arrivent plus à digérer ce traité de paix. Rappelez-vous le diktat de Versailles, le traité de paix de Versailles qui avait énervé énormément les Allemands, qui font que ça va, comment dire, reprendre. On va refaire une guerre. Puis après encore une paix. Donc finalement, l'histoire, elle évolue en tournant en rond. C'est valable au niveau politique, c'est valable aussi au niveau économique. Il y en a qui font des études d'économie ici ou pas? Ouais. Alors, j'avais dans une autre vie aussi fait un petit peu d'économie. On nous avait expliqué là-bas qu'il y avait des grands économistes qui expliquaient que finalement le monde économique évolue en cycles. Et ce qu'on appelle, alors pour faire pompeux, les cycles de Jouglar, de Kondratiev, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont expliquer très rapidement que finalement toute économie commence par une phase de croissance, donc tu as une phase de croissance. Après, tu as une phase de décroissance. Et le temps ici, c'est soit 25 ans, enfin 50 ans en tout, ouais, soit 10 ans. Ça veut dire que on peut expliquer tous les mouvements de l'économie mondiale, tous les crashs, le crash de 29, le crash dans les années 2000, en fonction de ces cycles, qui fait que toute économie évolue en fonction de cycles. Toute économie, finalement, tourne en rond. Au début, tu as un plein emploi, une croissance est forte, qui va générer une inflation, qui cette même inflation va créer des problèmes sur la demande, et ainsi de suite. On peut presque prévoir aujourd'hui toutes les choses, comment elles vont se passer. D'ailleurs, une des bases essentielles du big data aujourd'hui, c'est-à-dire cette faculté d'exploiter le maximum d'informations, permet presque de prédire l'avenir, parce que finalement, le monde fonctionne en cycle. Et ça, c'est donc la première figure, l'histoire tourne en rond. Il y a une deuxième lecture qui consiste à dire que non, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Il y a un point de départ, tu l'appelles ce que tu veux, soit le Big Bang pour les scientifiques, soit la création du monde pour les gens attachés à Dieu, attachés à la religion. Tu mets un point de départ et puis il y a un point d'arrivée. On ne sait pas vers quoi on va, mais on va vers quelque chose. Alors, ce point d'arrivée, tu l'appelles comme tu veux. Si tu as envie, tu peux l'appeler Apocalypse. Le monde va évoluer, on le sent, vers une explosion nucléaire. Les gens sont trop armés, il y a Poutine d'un côté, Trump de l'autre, on sent que les choses vont exploser. Peut-être que ça va être la fin du monde, explosion nucléaire, possibilité. Deuxième possibilité, peut-être que l'évolution du monde, c'est le progrès. Il y a un progrès absolument incroyable qui se met en place. Ça s'appelle une façon de voir la fin du monde, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de maîtrise de la nature. On parle maintenant d'aller sur Mars. C'est qu'en 69 qu'on a mis le premier pied sur la Lune. 50 ans après, on parle déjà d'aller sur Mars. C'est colossal. Progrès absolument incroyable. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc de ce que tu peux mettre ici, le progrès. Tu peux aussi considérer, et nous qui sommes imbibés de l'ère informatique, de l'ère d'Internet, tu peux dire aussi que c'est un progrès incroyable, le fait que n'importe quelle personne au monde, à n'importe quel instant, peut savoir tout sur tout. Rabbi Google, vous connaissez? À n'importe quel instant, tu peux savoir tout ce qui se passe de partout dans le monde. Tu reçois d'ailleurs des notifications en fonction de tes centres d'intérêt. Et donc, on a une connexion avec l'information qui est incroyable. C'est aussi une façon de voir l'évolution du monde. Les religieux vont dire, le monde évolue vers quoi? Vers un truc qui s'appelle le Mashiach. Voilà. Celui qui va libérer. Bref, l'histoire a un sens, tu choisis le sens que tu veux, on sent quelque chose qui évolue. Deuxième thèse. La troisième thèse, et je finis là-dessus sur la philosophie, c'est Hegel. Hegel, qui a beaucoup
beaucoup travaillé sur l'histoire, précise les choses suivantes. Précise les choses suivantes, que finalement c'est un peu une synthèse de ces deux schémas. Hegel va dire que le monde évolue. Il y a d'abord un point d'évolution, après on tourne en rond, après un point d'évolution, on tourne en rond, un point d'évolution. Ça veut dire, il y a à la fois l'évolution et à la fois les phénomènes cycliques, les guerres et l'épée, les guerres et l'épée, les guerres et l'épée. Bref, ou bien l'économie qui... Mais, dit Hegel, il y a tôt ou tard un sens à l'histoire. Voilà ce que j'avais appris en classe de terminale sur les trois façons de répondre à la question « L'histoire a-t-elle un sens ?» Je vous propose une quatrième lecture, qui est une lecture qui est tirée de la Kabbalah, c'est-à-dire de la mystique juive, qui elle, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, pour comprendre comment tu gères cette distance avec l'événement. Tu as 3300 ans de la sortie d'Égypte, on parle encore aujourd'hui, on est à moins que 3 siècles de la Révolution française, si ce n'est qu'on a un jour férié, on n'y penserait jamais. Comment se fait-il que l'événement sortie d'Égypte est tellement présent dans le panorama juif? Comment se fait-il que l'événement Révolution française est tellement peu présent dans le panorama non juif français? Et pour prendre la fête de l'indépendance pour les States, ça revient au même, c'est le même événement fédérateur. On voit que finalement, ça n'a pas le même impact, la même façon de vivre les choses. Donc, le maître de la mystique juive dit la chose suivante. Le monde évolue comme une spirale. C'est quoi une spirale? C'est un ressort. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire, mais je ne suis pas très fort en dessin, comme vous avez pu le constater. Ça fait comme ça, une spirale. Un ressort. Voilà, à peu près comme ça, un ressort. C'est-à-dire, dans le premier cercle, je mets la première année du monde. Création plus 1. Le deuxième cercle qui se superpose, deuxième année. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ce sont des cercles qui sont concentriques, qui sont sur le même, l'un sur l'autre, avec le même rayon, le même diamètre, mais chaque se superpose l'un sur l'autre. Donc, chaque année amène un nouveau cercle. Donc, il y a une notion d'évolution. Et en même temps, il y a une notion de cycle. Ça, c'est la lecture des maîtres de la mystique juive. On est à peu près en plus 100, plus 200 après Jésus. Maintenant, quel est l'intérêt d'une telle lecture? L'intérêt est la suivante. C'est que, si par exemple, on va dire que là maintenant on est en 5777 depuis la création du monde. Ouais. Donc, là maintenant, nous, cette année, on va naviguer dans le cercle. On a commencé par Rosh Hashanah, première année, propre jour de l'an. Puis après, je ne suis plus là dans l'écran, c'est bon. Puis après, 5777, on va avancer, on a eu Sukkot, on va voir Hanouka ici, on va avoir ici à peu près Pessah, la fête de Pessah, la fête de la liberté. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque je vais arriver à ce point qui s'appelle la fête de la liberté, par exemple, quelle qu'elle soit, eh ben, je suis dans mon siècle, je suis dans mon année, mais je suis en même temps dans la même longitude que le 15 Nissan initial, c'est-à-dire que le 15 Nissan, la date de la sortie d'Égypte. Il y a eu historiquement un 15 Nissan ici, on est sorti d'Égypte, et lorsque moi je vais naviguer 3300 ans après dans ce cercle, je vais me situer sur la même longitude. Et qu'est-ce que je gagne à être sur la même longitude? Réponse des kabbalistes, je gagne que toutes les énergies cosmiques qui ont été mises en place pour faire sortir un peuple de 3 millions de personnes qui était dans le plus grand Alcatraz de tous les temps. Il n'y a personne qui avait réussi à s'échapper d'Égypte. Au bout de 1 an de plaie, le peuple juif, femmes, enfants, vieillards, bétail, richesse, sort en plein jour, en grande pompe, de la prison la plus gigantesque de tous les temps. Pour mettre en place un tel événement, il faut appeler le bon Dieu. Il faut mettre en place des énergies absolument colossales. Ces énergies, je ne sais pas si vous imaginez, regardez un peu encore aujourd'hui, comment il y a des populations entières qui sont totalement prisonnières de conflits. Avec ce qui se passe à Alep, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. Imaginez que du jour au lendemain, la population syrienne arrive à sortir en grande pompe, sans aucune menace, sans rien du tout. C'est pas possible, mais c'est du miracle. Donc, il a fallu une avalanche de miracles pour sortir un peuple entier de 3 millions d'âmes d'Égypte.
Maintenant, il faut bien comprendre que toutes ces énergies cosmiques en question, c'est ça qui est intéressant, elles sont présentes à chaque renouvellement de la date. C'est-à-dire que lorsque j'arrive au 15 Nissan, quel que soit le siècle dans lequel je me trouve, se trouvent présentes toutes ces énergies qui vont me permettre, si je sais capter ce vent, capter cette énergie, de pouvoir opérer dans mon quotidien ma libération d'Égypte. Alors vous allez me dire, moi, on n'est pas prisonnier en Égypte, on n'est même pas prisonnier en France, on peut faire ce qu'on veut, on a ce qu'on appelle une liberté de culte, on peut d'ailleurs dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, donc je me sens totalement libre en France. Donc quelle est la pertinence d'essayer de sortir d'Égypte en France? Élément de réponse, oui, tu peux dire ce que tu veux, penser ce que tu veux, mais creuse un petit peu à l'intérieur de toi et regarde dans quelle mesure peut-être que des difficultés au niveau sentimental opèrent chez toi un effet boulet. Des difficultés de communication avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs, font que tu te sens quelque part emprisonné dans une relation. Ta difficulté, par exemple, à faire des choix, à t'engager dans un boulot, à t'engager dans une relation, à partir en Israël ou pas partir en Israël, tous ces choix, ces dilemmes cornéliens, ben peut-être que ce qui te manque, c'est l'énergie qui va te permettre de pouvoir briser ces chaînes. On a tous des chaînes, si elles ne sont pas des chaînes physiques ou des chaînes politiques. C'est vrai qu'on est assez safe en France pour l'instant. Alors il existe d'autres types de chaînes qui sont des chaînes sentimentales, des chaînes psychologiques, des chaînes de tout ordre, des chaînes par rapport au concept de moi. Je suis toujours en train de me dire j'y arriverai jamais, ça me plombe, et plus je me le dis, moins j'arrive. Bref, tous ces freins en question sont des chaînes, sont notre petite Égypte personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu du calendrier, c'est d'essayer d'utiliser cette énergie, et on apprend comment on utilise cette énergie, un petit peu comme le véliplanchiste qui va mettre sa voile dans le bon sens pour capter ce vent, pour avancer. Si tu sais capter ce vent, alors tu peux sortir de chaque événement tout à fait requinqué, tout à fait nouveau. C'est ça, en fait, si vous voulez, la lecture de l'histoire juive. On n'est jamais en train de commémorer un événement, parce que commémorer est très lié au folklore. Ce que l'on veut, c'est essayer de revivre un événement. Ça, c'est le point absolument essentiel à attraper. Donc, lorsque j'approche une fête juive du calendrier, je pense toujours, si vous voulez, à l'événement originel qui a créé cet événement, et dans quelle mesure, dans cet événement, se trouve une palette d'énergie qui sont adaptables dans mon contexte personnel. Ça, c'est donc, si vous voulez, un micro-cours introductif au regard qu'on porte sur l'histoire juive. Une fois qu'on a bien clair ça, on peut aborder, en l'occurrence, ça répéter ça, ça peut être Hanouka, Purim, peu importe, on va se concentrer sur Hanouka maintenant. Hanouka est une fête tout à fait particulière, parce que on a historiquement eu 4 types de conflits. C'est-à-dire, le peuple juif, normalement, aurait dû sortir d'Égypte, rentrer pépère en terre d'Israël, construire le temple, et boum, on arrive à la fin du monde, c'est bon. C'est ok, la vie est finie. Sauf que les choses ne se sont pas faites de la même façon, de cette façon. À une époque où on était pépère avec le temple, c'est-à-dire l'autel particulier du bon Dieu, c'est-à-dire un homme, un groupe d'hommes a été capable d'inviter Hachem dans sa vie personnelle, ça c'était le projet divin. Ce temple en moins 586 avant Jésus, on nous l'a détruit. Non seulement on nous l'a détruit par Nabuchodonosor, mais qui plus est, Nabuchodonosor a pris les Juifs d'Israël, il les a emmenés en déportation dans son royaume, c'est-à-dire l'Irak. L'Irak actuel, c'est-à-dire la Babylonie de l'époque. Bref. On a eu donc un premier choc, c'était le contact avec la destruction du premier temple avec Nabuchodonosor. Le deuxième épisode, c'est exactement 68 ans après, où on était à 2 doigts de quitter l'Irak, de retourner en Israël, et là, contre toute attente, il y a 2 personnages qui se lèvent, l'un qui s'appelle Assuérus, l'autre qui s'appelle Aman, vous vous rappelez Aman, l'histoire de Purim, qui eux vont essayer la première solution finale de l'histoire. Aman écrit un décret
qui s'étend sur 127 pays du monde, c'est-à-dire le monde, la map monde. Et il écrit dans ce décret qu'on a un devoir, tous les citoyens du royaume, a un devoir, les Hashmid, les Harog ou les Abed, d'exterminer, de tuer et de faire disparaître le juif, demande le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle. Il dit, ça veut dire quoi? D'exterminer, de tuer et de faire disparaître. Mais c'est la même chose. Ça se dit en un seul mot, flinguer. Tu flingues le juif et puis c'est tout. Pourquoi 3 verbes pour parler de la destruction du juif? Explique le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle. Il dit que les Hashmid, c'est exterminer. La Harog, c'est tuer et la bête, c'est faire disparaître. C'est-à-dire, on le tue, première chose. Deuxième chose, on l'extermine, ça veut dire on fait disparaître sa culture. Il n'y a plus de traces du juif. Parce que tant que l'idée de quelqu'un est là, il est encore là quelque part. Même si son corps physique n'est pas là, mais son message peut encore perforer l'histoire. Troisième niveau, les abets faire disparaître. Alors là, le Gaon de Vilna dit un truc incroyable qui est très difficilement audible aujourd'hui. Il dit que c'est utiliser, une fois qu'on les a tués, leur corps pour le bien de l'industrie. Si ça vous rappelle des souvenirs assez atroces. La façon dont ils ont pris les dents, les cheveux, la peau des juifs pour en faire du savon, pour en faire des millions de choses. J'étais une fois en Israël, on est allé voir la tombe d'un maître du 2e siècle après Jésus, un maître de la Mishnah, et à côté de son tombeau, donc une pierre comme ça en plein sur une route, j'étais particulièrement frappé parce que était marqué en hébreu, dans l'écriture qui était marqué Kantamun Saponim. Là sont enterrés des savons qui proviennent des corps de juifs. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait encore des juifs qui n'avaient pas été au crématoire, on les utilisait pour l'industrie. C'est incroyable. Au XVIIIe siècle, le Gaon de Vilna vient nous expliquer exactement quel était le dessein de Haman bien avant Hitler. Bien avant Hitler. Ouais. Donc ça, c'était la deuxième phase. 68 ans après, en moins 518, projet d'extermination des Juifs. On s'en sort in extremis grâce à Mordechai, grâce à Esther. Et voilà que juste après, on peut revenir, au bout de 70 ans, après l'exil, on revient en terre d'Israël. Et en revenant en terre d'Israël, on va construire le temple qui va durer plus de 400 ans. Au bout de 400 ans, tout allait bien, on pensait que tout allait bien, puis d'un coup arrive un nouveau dictateur qui s'appelle Titus, maître de Rome, maître des armées romaines, et qui rebelote. Nous détruit le 2e temple et nous place en déportation. Jusqu'à aujourd'hui, en exil, dans le royaume de Rome. Ça, ce sont les 3 phases principales. Maintenant, entre ces phases, j'ai oublié de vous dire, c'est l'époque de Hanouka. C'est-à-dire, Hanouka se situe entre ces 2 événements qui s'appellent le projet de solution finale, en moins 518, et après, en plus 70, destruction du 2e temple. Entre ça, en moins 165 à peu près, intervient l'époque de Hanouka. Cette époque de Hanouka est une époque tout à fait originale, puisque tous les schémas classiques, c'est exterminer le juif ou le mettre en déportation et détruire son temple. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Pour la première fois, la confrontation avec le monde grec, c'est une confrontation dans laquelle ils ne veulent ni détruire le temple, ils empêchent son fonctionnement mais ils ne détruisent pas le temple. Deuxième aspect, ils ne veulent pas exterminer les juifs, ni les mettre en déportation, mais ils veulent assimiler le juif. Ils veulent que le juif quitte sa culture, quitte son savoir ancestral et vienne se frictionner, vienne côtoyer, vienne vibrer avec la culture grecque. Ça, c'est le schéma essentiel qui est proposé par le monde grec. Et c'est pour ça que je dis que c'est une confrontation intéressante et originale, puisque pour la première fois, on a en face de nous un défi intellectuel. C'est plus des non-juifs qui veulent tuer du juif de façon barbare, comme on a vu précédemment. Ce sont des non-juifs qui sont raffinés, qui sont un petit peu les héritiers de Aristote, qui, d'après le Rambam Maïmonide va dire que Aristote est peut-être l'homme le plus intelligent que l'humanité ait porté. Et on a en face de nous donc des personnes raffinées, intelligentes, qui ont une véritable soif de culture et qui veulent dans cette soif de culture nous démontrer que la culture grecque est infiniment plus brillante
que la culture juive. Donc vous comprenez que maintenant le match, c'est plus une question de qui est le plus Rambo et qui est le plus malin au niveau de la stratégie militaire. Le match va être de pouvoir relever le défi, de démontrer qu'une culture qui est déconnectée du bon Dieu, c'est-à-dire la culture grecque, qui va se proposer d'examiner la physique, le monde de la nature, tel qu'il est, sans aucune intrusion du divin. Et c'est ça qui a donné les mathématiques, c'est ça qui a donné la physique, c'est ça qui a donné toutes les sciences actuelles. On va essayer de démontrer comment une sagesse, cette fois-ci, culture, qui est inspirée, elle, de la métaphysique d'Hachem, eh ben, c'est quelque chose qui est infiniment plus puissant. Mais le débat est extrêmement subtil et il n'est pas si évident à gagner. Parce que c'est vrai qu'on a en face de nous un monde qui va respirer en permanence la soif de la culture, la soif de la connaissance, la soif de la compréhension intime des choses, et être capable de démontrer que en laissant l'intrusion du divin dans sa vie, eh ben, le monde est infiniment plus clair et infiniment plus brillant. Ça, c'est le défi typiquement juif. Alors, très rapidement, je vous ai parlé donc des 4 phases essentielles de confrontation. Ces 4 phases en question, ce qui est assez incroyable, c'est que d'après une source midrashique, ces 4 confrontations historiques sembleraient avoir été préfigurées par le 2e verset de la Bible. Je m'explique. La Bible commence en disant, comme tout le monde le sait, Bereshit bara Elokim et Hashamim v'ataretz. Pour le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, tout le monde connaît cette phrase. 2e verset, si vous avez sous les yeux, la terre était tohu bohu. Donc la terre n'était que solitude et chaos. Vechocher et obscurité al peneteum, sur la surface de l'abîme. Veruach Elokim erachefet al penamaim, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Je marque une pause et j'essaie de réfléchir sur ce qui est marqué ici. Je répète, le monde était littéralement étonnant de vide, des ténèbres sur la surface de l'abîme et un souffle divin qui planait sur la surface de l'eau. Je vais réfléchir 2 secondes, 10 secondes, pour essayer de vous figurer cette description que la Bible fait du monde avant qu'Hachem, dans le verset numéro 3, dise que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous arrivez facilement à vous faire un schéma de cette préhistoire du monde? C'est impossible, je ne sais pas si c'est impossible, en tout cas c'est très difficile. Avec des concepts matériels, de décrire quelque chose qui n'est pas matériel, c'est impossible. Mais qui t'a dit que c'est pas matériel? Si on dit que le monde n'a rien et c'est un vide et c'est des ténèbres, c'est quelque chose qui est abordable au niveau physique. Absence d'onde, absence de lumière, je ne sais pas. La difficulté de la science, c'est qu'on a du mal au niveau imaginaire. Il nous faudrait un Steven Spielberg, vraiment, je rigole pas, pour prendre ce verset et essayer de nous faire un film là-dessus. Il n'y a que lui, enfin que des personnes, que des poètes, qui seraient capables de percer le secret de ce qui est marqué ici. Donc d'entrée de jeu, ce que je veux dire par là, c'est que la Bible nous présente un schéma, une description du monde avant l'apparition de la lumière, qui est une description qui est très dure à attraper. Tellement dure à attraper que le Midrash va proposer une lecture extrêmement audacieuse. Il va dire que finalement, ces 4 expressions que sont le tohu, c'est-à-dire l'étonnement, explique Rashi. Le bohu, c'est le vide, c'est-à-dire c'est le vertige du vide. Imaginez que vous soyez devant un précipice, vous arrivez, et puis arrive un moment où vous êtes en mode vertige. C'est-à-dire, tant que tu arrives, tu n'as pas encore analysé la profondeur du précipice, ça va. Mais dès que tu prends la mesure du précipice, d'un coup se projette dans ta tête des images, et si je glisse? Et si je tombe? Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'étais en promenade dans les Alpes avec mes enfants, puis d'un coup je vois un précipice, bon, jusque-là ça va, et puis d'un coup, des images viennent se cumuler dans ma tête, c'est paniquant. Ouais, le vide, donc, c'est ça que veut dire le texte. L'étonnement du vide, il n'y a rien. Obscurité sur la surface des ténèbres. Bon, on comprend pas ce qu'on veut dire. Alors, le Midrash va dire, c'est chaque expression, étonnement, vide, obscurité et abîme, correspondent à ces 4 phases dont je vous ai parlé. L'étonnement, c'est l'attaque de Nabuchodonosor en moins 586.
Il détruit le temple, il prend le peuple juif, il le met en déportation. Bohu le vide, c'est le contact avec le monde iranien, cette fois-ci, Pras Madaï, Assuérus et Haman, qui lui est qualifié par le texte de la Torah, non pas de façon prophétique, puisque le Midrash qui explore ce verset écrit cela après tous les événements. Donc il n'est pas en train de dire on savait tout ce qui allait se passer, ce n'est pas une prophétie qu'on veut nous montrer ici. On veut nous montrer ici que ces confrontations historiques avec des peuples qui veulent te détruire ne sont pas des accidents de l'histoire, mais sont des rings forcés. Faut tôt ou tard, on va expliquer comment, faut tôt ou tard que le peuple juif se confronte avec des civilisations différentes, avec des façons d'aborder le monde différents. Et on voit la 4 devant nous. Premièrement, Nabuchodonosor. Deuxième chose, Purim, que le texte qualifiait de vide. Troisième chose, obscurité. Et ça, c'est la Grèce, c'est-à-dire ceux qui viennent prôner, ceux qui viennent être finalement l'emblème de la brillance, l'emblème des lumières, est qualifié par le texte de la Torah de ténèbres. Il faut démontrer pourquoi c'est des ténèbres. Et dernière chose, c'est l'abîme, c'est le contact avec Rome en plus 70. Maintenant, quand je parle de contact avec ces civilisations, ce n'est pas que des dates historiques. C'est la confrontation avec le génie d'une nation. Et on va voir se dévoiler devant nous 3 types d'opposition à l'individu. Je m'explique. La première des oppositions, c'est Nabuchodonosor. Nabuchodonosor propose un modèle de vie qui est le suivant. Je crois en l'homme de façon très forte. Et je crois tellement en l'homme, et je crois tellement à ma force, à mon intelligence, à mon brio, que je peux faire l'économie d'un lien avec le bon Dieu. Le bon Dieu a certes créé le monde, mais il a laissé l'homme le choix et le devoir de s'en occuper. Et comme c'est à moi de m'en occuper, alors j'ai pas besoin je peux m'affranchir du bon Dieu. Je crois suffisamment en moi. Et vous, les Juifs, vous me faites rire avec votre service quotidien, avec votre lien de subordination au bon Dieu. On peut échapper au bon Dieu. Et pas échapper pour faire des bêtises, échapper pour se prendre en main. Il y a quelque chose d'assez attirant dans le génie de Nabuchodonosor. C'est un petit peu ce que l'on côtoie aujourd'hui, en tout cas on le côtoyait de façon très forte dans les années 80 aux States. Bigger is better, plus c'est grand, mieux c'est. Cette croyance, cette confiance tellement forte en l'individu, même si sur le dollar il y a marqué In God We Trust, on croit en Dieu, il n'empêche que ce qui ressort du capitalisme exacerbé un petit peu, c'est cette idée à partir de laquelle tu peux tout maîtriser. Tu peux avoir les polices d'assurance suffisantes, l'argent, le matelas financier suffisant, les connaissances de médecins suffisantes qui fait que tu n'as pas besoin d'être dans un lien d'assujettissement avec le bon Dieu. Ça, c'est le schéma de Nabuchodonosor qui est un schéma extrêmement actuel. C'est le schéma qui dit qu'aujourd'hui, tu vas t'assurer un super diplôme parce que c'est marqué dans l'expansion au niveau des statistiques. Si tu sors de telle et telle école, alors tu as assuré à plus en statistique tant et tant de kilo-euros à l'année. C'est cette confiance et cette croyance en un système de la nature qui fonctionne sans aucune interférence du divin. Ça, c'est le premier schéma qui nous est proposé. Et le juif va devoir combattre, pas que physiquement, mais essayer de montrer dans quelle mesure ce lien que je tisse avec Hachem, ce j'espère en Dieu, ce merci Hachem, est quelque chose qui ne rabaisse pas l'individu, mais au contraire qui le rehausse. Le lien d'assujettissement avec Hachem n'est pas un lien qui m'abaisse, mais au contraire qui me permet de me transcender. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'amener comme réponse à un génie particulier. Deuxième confrontation 68 ans après, c'est Bohu, c'est le vide, c'est la qualification de Purim, c'est-à-dire notre confrontation avec le monde de l'Iran et de la Mède, c'est-à-dire la Megillah de Purim commence avec une invitation du monde entier, en tout cas de toute la population, à venir dans un michté, dans un festin. Vous savez, c'était quoi les festins à l'époque? C'est un festin où on buvait, où on pratiquait des orgies. C'était le monde de toute forme de dépravation au niveau du goût de la vie, au niveau de l'expression la plus folle de tous les désirs d'un individu.
tous les délires étaient tout à fait licites à cette époque. Ça, c'est le schéma qu'on propose aux Juifs, c'est-à-dire traduction. On vient dire aux Juifs, mais qu'est-ce que tu te prends la tête à fermer ta boutique Shabbat? Qu'est-ce que tu te prends la tête à faire Shabbat? Mais tu sais, les soldes Shabbat, c'est tellement délicieux. C'est tellement un kiff d'arriver à la 3e démarque. Et on vient dire aux Juifs, mais qu'est-ce que tu te prends la tête dans ta façon de gérer la sexualité dans ton couple, façon juive avec la pureté familiale. Mais c'est tellement plus sympa, plus excitant de se laisser aller à tous les délires que propose la société. Et donc on a maintenant un juif qui va devoir assumer à la fois sa notion de fidélité dans son couple, mais en même temps son épanouissement au sein de son couple, tout en respectant à la lettre tout ce que Hachem nous a donné, et essaie de démontrer que fondamentalement, cette poursuite délirante, sans aucun frein, de tous les délires et de tous les plaisirs du monde, est quelque chose qui génère chez l'individu, fondamentalement, une grande frustration. Je m'explique. Évidemment, comment dire, on a tous des phases dans sa vie qui s'appellent des phases de fantasme. Comment naît le fantasme? On va prendre un exemple hyper classique. Prenez une personne qui s'est mise à faire un régime. Dans 6 mois, on pourra retourner à la plage, les personnes prennent un petit peu d'avance, on est bientôt en janvier, j'ai envie d'être présentable sur les plages, donc je commence dès maintenant un régime. La personne fait tout ce qu'il faut pour le régime, mais le truc c'est que dans le régime, chacun a ses petits péchés mignons. Imaginez que la personne, comment dire, a un grand amour du chocolat. Mais comprenez, chocolat et régime, ça n'a pas de pair. Donc la personne, elle arrive comme ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis, d'un coup, débarque à la maison une magnifique bouchée de chocolat avec des petites pépites de noisettes. Et c'est vraiment le truc incroyable. Et la personne se dit, to be or not to be, to eat or not to eat. Ouais. Et donc elle dit, attends, mais je comprends, ça fait 3 semaines que je suis hyper sérieuse, hyper sérieux. J'ai pas dit au féminin exprès, hein, tout le monde fait des régimes, ouais. Bref, ça fait 3 semaines que je suis hyper sérieux, mais bon, finalement c'est quoi, 100 grammes? C'est rien, j'ai déjà perdu 3-4 kilos, c'est bien. Qu'est-ce que ça va faire? C'est pas grave. Alors, le truc, c'est que c'est 100 grammes, c'est rien du tout. Mais tous les diététiciens vous disent que le problème du sucre, c'est qu'en fait, le sucre entraîne le sucre. Donc 100 grammes, en fait, c'est pas un 100 grammes, c'est 2-3 kilos. Parce qu'en fait, le goût du sucre amène le goût du sucre. Bref, c'est d'où le danger aussi des sucrasides, enfin, des aspartames. Parce que finalement, comment dire, ça entraîne quand même. Bref. Donc la bonhomme dit, j'y vais pas maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui le pousse à craquer, et ce qui nous pousse à craquer dans toute forme de désir et de plaisir, c'est c'est le plaisir qu'on va ressortir de la chose. Et tous les panneaux publicitaires qui mettent des femmes toutes nues derrière une voiture ou n'importe où fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'on te fait croire, finalement, qu'en achetant telle voiture, telle marque, tel truc, eh ben, tu pourras avoir accès, à ce type de désir, à ce type de plaisir. Donc, c'est un monde du fantasme qui s'ouvre toujours devant nous. Maintenant, tu projettes toujours un plaisir. C'est lorsque tu vois cette bouchée de chocolat, tu es en train de t'imaginer la croquer, le contact de ta langue, de tes dents, sur la bouchée de chocolat, et tu sens le plaisir que ça va te faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un décalage fondamental, même colossal, entre ce que tu escomptais, le plaisir que tu espérais, et le plaisir que tu as eu vraiment. Je ne dis pas que tu vas pas avoir de plaisir. C'est évident, quelqu'un qui aime le chocolat, une bouchée, c'est du plaisir à l'état pur. La question, combien? Toujours moins, peut-être beaucoup, mais toujours moins que ce que tu escomptais. On projette toujours plus que ce qu'on a. C'est toujours comme ça. Dans le monde des plaisirs matériels, c'est toujours comme ça. C'est toujours un système d'un fantasme qui est beaucoup plus grand que le désir effectif, le plaisir effectif. Ça, c'est les lois de fonctionnement du désir. Mais donc, si finalement j'ai eu moins que ce que j'attendais, résultat des courses, une dose de frustration. Comment on gère la frustration dans la vie? On la gère en continuant à projeter du plaisir. Mais comme plus tu projettes du plaisir dans un désir, plus tu crées de la frustration, donc petit à petit, tu ressens au bout du compte que tu t'es fait berner par la vie. Vous comprenez le mécanisme, le cercle vicieux? C'est-à-dire que plus je projette, plus je sécrète finalement d'une frustration,
plus j'ai la frustration, plus j'ai un besoin de combler cette frustration, qui fait que je rentre dans un cercle vicieux de non-gestion du monde de mes désirs. Ça, c'est le mécanisme de se laisser aller à tout est open, tout est permis. C'est extraordinaire dans la façon de gérer la sexualité dans la Torah, c'est qu'on apprend justement à ne pas rentrer dans le piège du fantasme permanent. Il y a des moments de respiration qui mettent petit à petit, de tisser un lien tellement fort qui fait que finalement, toutes ces restrictions entre guillemets que la Torah suggère, propose, sont finalement une ambition pour magnifier la relation physique. Ça, c'est un truc assez incroyable, mais c'est ça qu'on va devoir répondre. Non pas leur dire, non, non, mais c'est pas grave, nous on est frustrés, nous, on rentre dans un système dans lequel c'est pas grave, on souffre, ça c'est la vision un petit peu chrétienne, si vous voulez, on souffre et on aura plus tard du bien, c'est pas du tout ça. C'est d'ores et déjà notre façon de gérer le monde du design d'une façon beaucoup plus épanouissante. Vous multipliez les expériences les plus folles, les destinations les plus lointaines, parce que fondamentalement, vous êtes les otages de vos fantasmes. Et ça, il faut être capable de pouvoir le démontrer. Ça, c'est la deuxième confrontation. Vous comprenez un petit peu à quel point ces confrontations sont tellement actuelles. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Quelles sont les idées qui trottent dans la tête aujourd'hui du monde moderne? Moi, je me rappelle, j'ai étudié pendant longtemps en Israël, après mes études, et je suis revenu exactement en août 2007 ici. Parce que je suis arrivé ici en 2007, j'adore donc regarder un petit peu les publicités qui sont toujours révélatrices de l'esprit d'une société. Et je me rappelle, en août 2007, il y avait une publicité pour Ikea. Cette publicité, elle était assez incroyable. Ikea ne font pas simplement que des meubles Billy, je ne sais pas si vous êtes au courant, ouais, Billy, ou des canapés Stromfoam, mais il y a aussi, chez Ikea, ils se sont mis à faire des matelas. Et maintenant, donc, ils ont voulu vendre leur concept, c'est pas simplement un matelas, mais en plus, la possibilité d'essayer le matelas, et tu peux, si tu es content, tu le gardes, sinon tu peux au bout de 30 jours le rendre. Donc, tu prends un matelas chez Ikea, tu l'achètes, tu les as pendant 30 jours, au bout de 30 jours, tu dis non, écoute, moi ça me saoule, j'aime pas, ça m'a fait mal au dos, bref, tu peux le changer. Donc c'était un concept assez novateur. Et donc comment ils ont vendu le concept, je trouvais ça génial au niveau de la perversion, si vous voulez. Ils ont mis 3 matelas, 1, 2, 3. Et ils ont titré, un petit peu en août 2007, le libre-échangisme selon Ikea. Alors, j'ai trouvé ça donc, extrêmement pervers, mais génial en même temps. Bref, c'est un mélange de perversion. Et je me suis dit, mais attends, je ne comprends pas. J'ai quitté la France 13 ans auparavant. J'arrive maintenant. Si le concept de libre-échangisme ne trottait pas dans la tête du commun des mortels, c'est évident qu'ils n'auraient pas surfé sur ce concept. Je me dis, waouh, on est en 2007. Ce qui occupe l'esprit du commun des mortels, c'est le concept de libre-échangisme. Je me dis, waouh, on est bien tombé loin. Ouais. Maintenant, c'est quoi l'idée derrière? C'est toujours ce principe dont je vous ai parlé. C'est le désir pour avoir un plaisir, mais qui va générer qu'une frustration. Et donc à partir de là, on est prêt à tout exploser malheureusement. Les cellules familiales, les bonheurs essentiels, les bonheurs constructifs. Ça, c'est la société dans laquelle on se trouve. Troisième phase. Quatrième phase, vous avez compris ici. Troisième phase, ça c'est la deuxième phase. Troisième phase, c'est le contact avec la Grèce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une culture qui veut se faire écran par rapport à la culture juive et qui va essayer de s'affranchir de ce que l'on peut apprendre dans notre contact avec Hachem. Dans quelle mesure, lorsque tu te lies avec Hachem, tu es en train tout simplement de décupler tes forces. C'est ça en fait l'idée de s'associer avec quelqu'un de grand. Plus tu es avec quelqu'un de grand, plus tu grandis. Proposer une culture qui s'affranchit d'Hachem, c'est faire fi de tous les canaux de sagesse qu'on peut attraper par rapport à lui. Ça, c'est la troisième phase. La quatrième phase, c'est le contact avec Rome. Et les commentateurs disent que finalement, Rome, c'est un méli-mélo de tous les courants possibles. Finalement, aujourd'hui, on est encore dans cet exil en question. Cet exil nous dit une chose. Nous dit une chose. Un juif est mu par 3 courants possibles aujourd'hui. Le premier courant, c'est tellement croire en lui qu'il va finalement évacuer le bon Dieu de son existence, de son panorama. Non, non, j'ai compris, tant pis pour Shabbat, je suis sûr qu'en ayant un super diplôme, je pourrais avoir tel et tel qu'il aurait, donc je pourrais être tranquille, et à ce moment-là, je pourrais faire Shabbat.
Et tant pis par rapport à toutes les magouilles que je fais, c'est pas grave si c'est pas bien au niveau conscience. Mais struggle for life, il faut gagner, il faut. Ça veut dire, cette croyance, qu'en s'affranchissant d'Hachem, je pourrais avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est l'importation, l'héritage de Nabucodonosor, c'est-à-dire croire que finalement respecter Hachem, c'est une expérience non épanouissante. Première dérive possible pour un juif. Deuxième dérive, je me rappelle, j'étais à la fac, et à chaque fois on avait donc des questions, des problèmes d'examen Shabbat, et c'est vrai que c'était un vrai dilemme pour beaucoup de personnes, et je me rappelle qu'il y avait une poignée, j'étais à Dauphine à l'époque, et je me rappelle à quel point donc c'était quelque chose de pas évident. Et c'était quoi qui se passait? Je dis, mais si je rate mon examen, donc je ne pourrais pas avoir accès à un diplôme. En fait, c'est une vue de l'esprit, en fin de compte. Parce que tu t'es mis dans un système dans lequel c'est forcément le diplôme qui te donne les kilos euros. D'abord, tu n'es pas obligé de choisir ce diplôme. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, à quel point les kilos euros ne sont pas linéaires par rapport à ton diplôme. Et donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut penser, mais on vit quelque part dans cette faculté de s'affranchir d'Hachem, de se dire, ça ne dépend que de moi. Alors, il y a quelque chose de bien là-dedans, mais si tu évacues Hachem, c'est dangereux. Il faut se prendre en main dans la vie, mais toujours laisser l'intrusion du divin dans sa démarche. Deuxième chose, on voit à quel point aujourd'hui on est percuté par tout ce monde de l'attrait de toutes les formes de plaisir les plus fous. Un bonhomme qui a fait un commentaire sur l'histoire de DSK, qui a dit qu'en fin de compte, l'histoire de DSK, elle a transformé 60 millions de Français en voyeuristes. Ouais, parce que tout le monde a commencé à essayer de réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé dans cette suite. Ouais. Quelque part, ça a connecté le monde français entier dans cette recherche de petits détails qui n'ont absolument rien à voir et qui a sécrété exclusivement un monde à la fois de désir et en même temps de frustration. Je ne suis pas en train de mettre la pierre sur DSK, mais je veux dire que c'est le climat ambiant aujourd'hui. C'est le climat ambiant. Troisième niveau, la culture, et c'est le point qui est censé la Hanouka. Je finirai là-dessus. Le Talmud. Le Talmud, comment dire, nous dit que chaque 70 ans, une étoile jaillit dans le ciel et qui vient perturber les marins. Vous savez que les marins fonctionnent on s'oriente en fonction des étoiles. Et chaque 70 ans, il y a une étoile comme ça, une sorte de malin génie, qui vient dérouter les marins. Les marins donc essaient de naviguer un peu partout dans les mers en fonction de l'ours, de petites sources, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais il y a une étoile qui vient leur plomber la chose. Alors, un commentaire très intéressant de Rav Tatz explique que cette idée d'une étoile qui vient perturber les marins, en fin de compte, c'est l'idée que chaque 70 ans, chaque génération, il y a une idéologie qui vient saper le peuple juif. C'est-à-dire qu'une idéologie se lève et vient déconnecter le juif de son ancrage ancestral. On a vu à quel point le XXe siècle était bourré de cela. Il y a le monde communiste qui a fait un carton pour assimiler les juifs, un petit peu comme le monde grec l'a fait en 1965. Les décrets de la Révolution d'octobre, par exemple, mentionnés dans les décrets de la Révolution d'octobre, il y avait droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en 1917. Parce que les Juifs ont vu que finalement ils pourraient avoir des citoyens à part entière, ils ont tous mordu au communisme jusqu'à croire que Lénine était le Mashiach. On ne se rend pas compte, nous, avec le recul, avec l'effondrement du communisme, mais au début du siècle, ça a eu un effet assimilationniste absolument colossal. On a cru vraiment qu'on était arrivé à l'époque du Mashiach. Il y a eu le communisme, il y a eu le libéralisme, il y a eu le capitalisme, il y a eu le nationalisme, il y a eu le socialisme. Il y a eu des millions de ismes qui sont venus jalonner le XXe siècle et qui sont tous un après l'autre effondrés. Mais on ne se rend pas compte que chacun de ces ismes sont des idéologies qui ont dérouté le peuple juif de son épanouissement dans son lien avec le bon Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé au niveau des ismes. Alors, Raphaël dit un truc assez perturbant. Il dit que, vous savez, c'est quoi l'étoile qui agite aujourd'hui les Juifs? Quelle est l'étoile qui déroute tous les Juifs du monde entier? Puisque maintenant, on ne gobe plus le communisme, on ne gobe plus le socialisme, on ne gobe plus, comment dire, le nationalisme. On sait très bien que ce sont des façons plus ou moins subtiles de prendre le pouvoir, comme disait notre cher Coluche. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et le communisme, c'est l'inverse. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Ouais. C'était le mot de Coluche, j'avais adoré. Donc en 2 mots, il dit finalement, le communisme, le capitalisme, c'est exactement blanc, bonnet blanc, exploiter l'homme. Donc nous, on sait très bien, c'est pas ça qui va nous faire sortir de la Torah. Qu'est-ce qui nous fait, oui, sortir de la Torah aujourd'hui? Vous savez, c'est quoi? On a vu que tous les systèmes se sont effondrés.
Alors, il dit un truc incroyable, il dit que c'est inédit, c'est l'étoile d'aujourd'hui, c'est inédit aujourd'hui, le nombre de juifs dans le monde qui sont des personnes qui n'ont pas le minimum de culture juive. Des personnes qui ne sont pas capables d'avoir accès normal à leur culture juive, une sorte de baccalauréat juif. On n'a jamais vu dans l'histoire du monde, malgré toute la vague des tchouva, des gens qui font tchouva, une telle ignorance du peuple juif. Ça n'a jamais existé. Que le peuple juif ait été à des phases religieuses ou pas religieuses, tout le monde connaissait la Bible, tout le monde connaissait les commentaires, tout le monde connaissait la pensée de Dieu, et après chacun prenait ça, il allait avec ou pas, il prenait des distances ou pas, peu importe. Mais jamais on a vu une telle ignorance du peuple juif. C'est quelque chose qui est en train de se... Enfin, qui est inédit au XXe, XXIe siècle. On fait énormément d'efforts pour pallier à cela, mais ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu ça l'idée. Plus dans la vie, on se connecte avec un texte, la Torah, plus on aura une chance de faire vibrer la Neshama qui est à l'intérieur de nous. Et c'est un petit peu ça l'enjeu, s'il y a vraiment un élément auquel il faut réfléchir à Hanouka, c'est comment je me positionne par rapport à ma culture. Ouais. Et est-ce que je suis capable de mettre en place dans ma vie, et que la Kavod devenir un dimanche, je pourrais faire des millions de choses le dimanche, venir au Talmud Torah, que la Kavod, et l'idée, je vous souhaite de pouvoir vraiment vous ancrer le plus possible, et essayer de se confronter au texte. Le texte, il est finalement l'expression de quelque chose de très profond qui se trouve déjà à l'intérieur de nous, mais dont le texte te permet, que le texte te permet de découvrir. Plus tu te confrontes au texte, plus tu te poses des questions par rapport au texte, plus petit à petit tu vas voir un lien assez impressionnant entre toi et le texte. C'est ça que donne l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'on suggère, parce que nous-mêmes on est passé par là, on se rend compte à quel point la Torah, elle permet à un individu de trouver une paix intérieure avec lui. Et c'est quoi cette paix intérieure? Parce que finalement, une fois que ma couche physique et ma couche spirituelle fonctionnent ensemble, fonctionnent en phase, finalement ça sécrète un véritable délice de la vie. Ouais, donc c'est un petit peu ça que donne l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle te permet petit à petit de faire la paix avec toi-même. Ça, c'est un petit peu ça le point. Et c'est quelque chose qui doit être diffusé le plus possible, parce que là se trouve l'enjeu essentiel de nos générations. On a vu que tous les îles se sont effondrés. Il nous reste maintenant ce combat qui s'appelle le combat pour la culture juive. C'est un petit peu à Hanouka qu'il faut qualifier. Le moment idéal pour y penser. Je m'arrête là. Désolé d'avoir pris 2-3 minutes. Et je vous souhaite une très bonne Hanouka en tout cas.